Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, bonjour. Doc, Oui. vous allez être content. Ah oui? Oui, j'ai trouvé de quoi qui vous donne raison encore. Ben, sur quoi, là? Sur un point important ou une trivialité? Non, quelque chose d'important sur notre Quelque chose sujet d'anodin. d'aujourd'hui. Sur notre sujet d'aujourd'hui. Oh! Parce que on s'est inspiré encore une fois d'hier pour poursuivre notre émission. Et quand on a parlé de surprotection des enfants, vous y allez fort, là. Vous dites que la surprotection, c'est aussi pire que la négligence. Oui, donne les mêmes... cause les mêmes dégâts. Ah oui, à titre d'analyste, vous allez être obligé de me croire. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui corroborent. Oh! Il y a le Psychology Today qui a présenté une étude sur le sujet mené par le Britannique Dieter Wolke, professeur au département de développement psychologique de l'Université de Warwick. Et lui, il dit que la négligence est manifestement nocive pour les jeunes, Oui. mais que la surprotection est pire. Ouh! Oh, oh! J'irai pas jusque-là. Lui, il va là. Oh! Et savez-vous comment il dit ça? Pourquoi? Parce que quand des enfants sont trop protégés, ils seraient plus emprunts à l'intimidation que les autres parce qu'ils ne savent pas se protéger eux-mêmes. Alors que les enfants négligés, ben malheureusement, ils apprennent à grandir par eux-mêmes, puis ils apprennent à se défendre tout seuls et à gérer leurs problèmes tout seuls, donc ils sont plus à même de se protéger de l'intimidation. Oh boy! Ouais, sur un point. Sur ce point-là. Sur ce point-là, C'est ça. j'achète. Mais pas sur le tableau global. La surprotection n'est pas pire que la négligence. Elle est aussi pire. À titre d'analyste, ça, c'est une expérience empirique, mais basée sur 39 ans de psychanalyse. Là, ça vaut quand même quelque chose. Alors, les cas qui me consultent, qu'ils aient été négligés ou surprotégés, à des degrés différents, subissent les mêmes torts, se ramassent avec les mêmes handicaps. Puis on dit aussi que sur... Maintenant, sur ce point-là, ouais. les enfants négligés, parfois, peuvent soit s'écraser ou se mettre à se défendre. Alors, au niveau de la défense personnelle, ça se peut. Alors que les surprotégés... Ils ne se défendront pas pantoute. Ils s'écrasent tous. Mais par contre, sur le plan affectif, oui. On va dans les extrêmes. Sur le plan affectif et amical, on dit que les jeunes qui ont été surprotégés vont s'attacher dans leur vie adulte à quelqu'un de plus fort, capable de reproduire la carcasse protectrice. Mais à l'inverse, l'enfant surprotégé pourra s'avérer particulièrement casse-cou et amateur de grands risques. Bon. Dans les deux cas, on dit qu'il sera difficile pour ces enfants de savoir où se situent les véritables dangers car ils n'auront pas appris à les hiérarchiser. Je trouvais ça super intéressant. Ben oui, tout à fait. Alors, les activités sportives à risque et les activités sexuelles sans protection pour les femmes qui ont été surprotégées. OK, ça va jusque-là aussi. Oui. En fait, puis c'est parce qu'aujourd'hui, là, j'ai envie de refaire notre petite twist de questions spring. Oui. Parce qu'on va y aller sur deux volets. Juste avant, une petite parenthèse. Écoute, un des aspects les plus délétères, les plus nocifs, les plus négatifs de la surprotection d'une fillette, surtout par son père, c'est de l'exposer quasi indubitablement à un batteur de femmes. J'en ai vu pas mal. Ouf. Oui. Alors, la fillette surprotégée devient la cible idéale pour un batteur de femmes. Puis vous avez déjà dit dans une émission précédente que ça allait influencer sa vie sexuelle. Qu'il n'y avait rien, parce que c'est là que je veux aussi aller en question spring. Oui, on va faire notre émission en deux volets, là. En fait, on va avoir là, une émission parallèle par texto. OK. Au téléphone, moi aujourd'hui, oui. Si vous êtes d'accord, c'est pas consulté, là, en tout cas. Non, j'aimerais je prends des notes. Que les gens qui ont été surprotégés nous appellent. Oui. Pour nous dire quelles conséquences ça a eu sur leur vie adulte.
conséquences sur leur développement et leur vie adulte. Oui. Je suis tout à fait preneur. Parfait. Et par Oui. texto, on va Ouais. parler à leur conjoint. J'aimerais ça, moi. Est-ce que vous êtes avec un petit-fils à maman? Est-ce que vous êtes en couple avec Aïe, aïe, aïe. une petite fille à papa? Et à quoi ressemble votre vie sexuelle? Quelles sont les conséquences? Alors, par texto, si j'ai bien compris, Oui. tu veux demander Au conjoint. aux partenaires, les partenaires de vie, des surprotégés, qu'est-ce que vous constatez comme conséquences? Est-ce que j'ai bien compris? En plein ça. Bon, Puis on OK. peut aller même au niveau sexuel. Mais il inclut C'est ça. la sexualité. Parce que par texto, tu sais, parce que moi, je trouve Oui. qu'en général, encore, même parmi les gens qui vous écoutent depuis longtemps, que les surprotégés vont protéger leurs parents. Bon. Fait que ça va être difficile peut-être d'aller autant au fond des choses aujourd'hui, à moins que les gens aient eu une prise de conscience, une introspection, puis qu'ils soient capables d'en parler. Mais le regard extérieur du partenaire, du conjoint, va peut-être nous permettre de faire avancer notre sujet d'aujourd'hui. Notre connaissance profonde des conséquences de la surprotection. José, question piège pour toi. C'est rare que je t'en pose. Quelle est Je vais essayer d'être bonne. Quelle est ta définition de surprotection? C'est un parent qui va toujours au-devant de son enfant, qui ne laisse pas le temps de réfléchir, qui fait tout à sa place, qui veut le protéger des dangers, qui l'empêche de faire ses propres expériences. Si je te disais, puis je te parlais de piège, mais c'est un peu une boutade, là. Il n'y a pas de piège là. Ouais, ouais. Bon. Si je te disais que, à mon avis, un parent surprotecteur, c'est un parent qui ne tient aucunement compte des besoins de son enfant. Qu'est-ce que tu dirais? J'aime ça, mais c'est large. Mais j'aime ça, votre définition. Il pense à ses besoins à lui. Lui, il veut protéger dans sa tête. Puis, j'ai une question vicieuse, moi. Vas-y, Là, c'est pour vous, en tant que psychiatre, là, parce Oui. que les gens qui vont vouloir protéger leurs parents vont toujours dire, ou les parents vont dire, moi, je l'ai surprotégé, mais c'était pour son bien. Je voulais pas qu'il subisse ce que j'ai vécu dans mon enfance. Alors, à ces parents-là... Attendez, j'ai pas fini ma Oui, phrase. excuse-moi. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est toujours dans une bonne intention qu'un parent va surprotéger son enfant? C'est jamais dans une bonne intention. Question que je pose à ces parents-là, qui vous vantez d'avoir surprotégé votre enfant, question vicieuse pour vous. Êtes-vous bien certain d'avoir répondu aux besoins de votre enfant au fur et à mesure de son développement? Je pense que c'est la question essentielle. Hein? Puis chaque enfant est différent, soit dit en passant. Là. Avez-vous... Exactement. Selon que c'est avec l'enfant surprotégé et du même sexe que le parent surprotecteur ou du genre opposé. Aviez-vous répondu raisonnablement? Le mot raisonnablement est important ici. Oui. Avez-vous répondu raisonnablement aux besoins de votre enfant au fur et à mesure de son développement? Ici, dans un dossier que j'ai trouvé sur la protection, on parle des exemples d'attitudes surprotectrices. Okay? Je vais vous les énumérer, puis vous me direz si c'est juste pour écrire dans une revue ou bien si ça a du bon sens. Là. C'est, bon, refuser constamment que son enfant aille chez des amis. Donner... Bon, attends, va pas trop vite OK, parce vous qu'elles allez sont les toutes- commenter. Parfait. Oui, refus de socialisation. Ben, OK, c'est- on c'est est ça, d'accord, le c'est mot? ça. Ben oui, c'est exactement ça. Oui, refuser la socialisation à l'enfant. Oui. Ça, c'est surprotecteur, ça. Et bon, C'est du contrôle total, là. à partir de 3 ans, il y a l'apprentissage à la socialisation. Et effectivement, faire l'école... est-ce que tu as faire l'école à la maison à Oui. ses enfants? Ah, il est là-dedans? OK. Non, mais toi, l'as-tu dans ta liste? Non, je ne d'épicerie? l'ai pas encore. OK. Hey, Allons-y. mais ça, je l'ai faite, moi, en passant. J'aime autant le dire tout de suite, là. Fait que quand Non, on mais- est parti 1 an en bateau, là, moi, j'ai enseigné ma fille sa 3e année. Bon, attends un peu. Je me reprends. OK. Il y a des parents qui, à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans, vont faire l'école à leurs enfants. Conséquence directe.
problème de socialisation. On continue. Parce que c'est la grosse mode, là. À tout bout de champ, j'entends parler de ça, là. Il y a des mères illuminées qui se déguisent en pédagogues et en enseignantes. Okay. J'ai bien dit qu'ils se déguisent. Mais dites-les donc dans ma face, là. 1 an, c'est pas grave, là. Puis non, dans non, le cadre d'un voyage, là, j'ai pas massacré ma fille. Non, Okay. aucun problème. Okay. Okay. Non, c'est un contexte particulier. Okay. Aucun problème, whatsoever. Okay. Aucun, zéro. Phew. Si tu peux avoir un certain talent d'enseignante pour 1 an, aucun dommage. OK. Maintenant, donner ce qu'il veut à notre enfant pour éviter une crise. Ça me semble que ça fait pas partie de ça. Non, pas fort. OK. C'est pas une mesure forte de surprotection, là. C'est plutôt d'être là. Abdiquer. Non, oui, c'est abdiquer. Abdiquer, c'est pas pareil. Bon. Répondre aux besoins de notre enfant avant qu'il ne les exprime. Il y a des parents perspicaces. C'est pas une grosse mesure de surprotection. Fermer à clé toutes les armoires. Bien ça peut même être une protection de l'enfant, honnêtement. Si vous avez un enfant autiste, sévèrement atteint, vous n'aurez pas le choix. Interdire à notre enfant de grimper ou d'explorer la maison. Bon, là, on commence... Il faudrait mettre un peu plus, là. Les casques de sécurité, les coudes, puis les... Mettons-en un peu, là, grimper, ça dépend à quelle hauteur, dans l'escabeau. Explorer la maison. Alors, êtes-vous en train de dire que vous enfermez le gamin dans la chambre? Mais ça dépend. C'est un peu tout croche, là. Je m'excuse parce que ça me parle, moi, notre sujet, là, mais moi, j'étais tout le temps grimpé à quelque part. Moi, quand mes parents me cherchaient, là, ils regardaient sur un piquette oui. ou ils regardaient d'un arbre, moi, j'étais tout le temps grimpé à quelque part. Jusque-là... Okay. Bon. Éviter de sortir en couple pour ne pas avoir à faire garder l'enfant. Ça, je pense que ça arrive, ça. Ben oui, mais... José, ça dépend de l'âge. Ça dépend de la gardienne aussi, s'ils n'ont pas quelqu'un d'adéquat pour les faire garder. Alors là, si vous avez comme gardien, vous avez une petite fille de 5 ans, puis vous avez 2 personnes disponibles, vous avez un jeune garçon, vous avez un adolescent de 16 ans, puis un jeune homme de 28 ans. Votre frère de 28 ans. Est-ce que vous faites garder la jeune de 5 ans par un de ces deux-là? 2 autres rapidement avant d'aller à la pause. Ne jamais permettre aux étrangers de prendre l'enfant. Moi, le mot étranger, je l'aime pas. Tu sais, si c'est pas permettre à mon oncle, ma tante, ou etc., de les prendre, c'est une chose, mais étranger. Moi non plus, là, je ne les laisserai pas prendre. Non, c'est pas ça. C'est très mal. Où t'as pris ça? Et accourir dès les premiers pleurs de notre enfant. Encore là, il faut le laisser broyer toute la nuit. Ça, c'est sur le dossier de Canal Vie. Pas fort. Au niveau de la surprotection. Bon, qu'on va faire, Doc? Pas fort. Au retour de la pause... On va attendre des appels, parce que les appelants et les textos vont nous révéler des attitudes surprotectrices autrement plus convaincantes que la mièvrerie des commentaires de Canal. Puis je m'en allais dire, vous-même, vous pourrez à la fin de l'émission nous faire une petite liste, là. OK? Ouais. Fait que, on a déjà des auditeurs en ligne pour nous parler. Alors, on va tout de suite à la pause. Je vous rappelle comment on procède aujourd'hui. On est en parallèle. Au téléphone, vous avez été surprotégé, vous nous appelez. Par texto, quelles sont les conséquences sur votre conjoint ou conjointe qui a été surprotégé? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de surprotection parce que Doc Mayou dit que la surprotection, c'est aussi pire pour un enfant que de la négligence. Alors, on veut savoir quelles ont été les conséquences pour vous de la surprotection de vos parents. Et par texto 25226, on aimerait connaître l'avis du conjoint qui est en relation avec une petite fille à papa ou avec un petit gars à maman. Quelles conséquences ça a dans la vie adulte de votre partenaire, autant au niveau sexuel que dans le quotidien? Et là, on va commencer par aller au téléphone. On va parler avec Rémi. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Rémi. Bonjour. Moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu des parents qui étaient sous-protecteurs, tout simplement que j'ai eu ce qu'on appelle dans ma jeunesse des difficultés de remplissage, des TAH, des dyspraxies, dysphasie, ce qui fait qu'ils ont dû me couver pour que j'aie aucun retard académique. Ben voyons, Rémi, qu'est-ce que vous venez de dire là? Ils ont dû me couver pour pas que j'aie de retard académique. Non, ce que
que je veux dire, c'est que ma mère a eu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur avec moi. C'est qu'elle me est tellement couvée que moi, j'ai copié ça de mes parents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le même que je surcouvre ma conjointe et je surcouvre ma fille. Qui fait que en ayant le syndrome du sauveur, j'ai développé ce qu'on a. Tu sais, quand on est sauveur, soit on est un persécuteur. Vous avez pris ça où, toute cette rhétorique-là, là? C'est dans les suivis que je fais avec un psychologue. Ben oui. Ça sent le langage qui n'est pas le vôtre, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ce matin? Là? Laissez faire la rhétorique du psychologue, puis parlez-nous un peu. Là. Les auditeurs veulent vous entendre. Ben, moi, dans ma jeunesse, oui. Vu que j'étais ce qu'on appelle... j'étais différent des autres étant hyperactif et beaucoup de misère au niveau académique. Mes parents ils ont été avec moi et ils ont travaillé pour que j'ai aucun retard. Parce que je sais, j'aurais pas eu mes parents, j'aurais sûrement encore été en secondaire 1. Aujourd'hui, j'ai fini mes études toutes. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Mais ça fait que ma mère avait de la misère que j'aille faire des sorties quand j'étais adolescent. Que moindrement j'avais une difficulté, elle était souvent là, c'est sûr. C'est une chance d'avoir des parents qui nous aident. Mais ce qui fait que moi, en essayant d'avoir début adulte, avoir ma propre liberté, j'ai dû confronter ma mère là-dessus. Oui. Est-ce que... Vous voyez? Rémi, je vais vous poser une question. Est-ce que... Une question de réponse. Parlez-nous un peu de la capacité d'écoute de votre mère. Ben, ma mère, là, si je parlais, quand elle avait une idée, elle avait une idée. Que pour être capable d'y parler, il fallait que je répète plusieurs fois. À un moment donné, elle finissait par comprendre que c'était ce que je voulais dire, mais ça prenait 2, 3 fois. Mais moi, j'ai la même chose par rapport à ma fille, par rapport à ma conjointe. C'est que moi, je me suis rendu compte avec le temps, j'ai copié ce que maman faisait à moi, à ma conjointe. Quel âge a votre fille, là? Vous êtes père? Ma fille, elle a 7 ans. Oui, une petite fille de 7 ans. Et vous avez quel âge, vous, Rémi? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est simple. J'ai pris la place, la mienne, et j'ai pris la place de ma conjointe en la surprotégeant. Alors, attendez un peu, Rémi, là. Concrètement, comment vous comportez-vous avec votre fillette de 7 ans? Je suis un méga papa poule. Par exemple, qu'est-ce que vous faites? À chaque fois qu'elle va sortir, je veux toujours savoir ce qu'elle va. Ma fille de 7 ans, quand j'ai vu qu'elle voulait prendre sa liberté, elle jouer avec ses amis, j'ai donné le téléphone cellulaire. Que si elle a quelque chose, elle pourrait m'appeler. Je sais, c'est jeune pour en avoir un, mais on s'entend que c'est le minimum. Mais tu sais que l'inquiétude que j'ai par rapport à ma fille est maladif. C'est pratiquement une obsession. Que j'ai dû travailler sur moi pour corser ça parce que... Bon, regardez, Rémi, attendez un peu, là. Vous allez nous parler de la mère de la fillette. Oui, ma conjointe. Oui, la mère de votre fillette. Parlez-nous d'elle. Ben, moi, c'est simple, j'ai pris sa place. Elle disait quelque chose, j'ai enterré son autorité parentale à elle. Ça, c'est elle qui vous l'a dit ou c'est vous qui vous en êtes rendu compte? Elle me l'a dit souvent, mais tu sais, moi, je faisais qu'à ma tête. Puis à un moment donné, c'est comme un déclic. Parce que, tu sais, j'avais des réactions de colère, j'avais des réactions inappropriées envers ma conjointe, envers ma fille. Parce que si ma fille faisait pas ce que je voulais, on s'entend que un coin de table vers une taloche, un coin de mur, on s'entend des réactions de violence. Rémi, il n'y avait pas d'affaire là. À partir de quel âge vous avez frappé votre fille? Je n'ai jamais frappé ma fille. Ça, je peux vous le dire. Ben là, les taloches, c'est quoi ça? Exemple, une taloche sur une mur, prenez un objet, cassé. Toutes ces choses-là que j'ai faites... Non, attendez un peu, on comprend pas, là. Une taloche sur le mur? Ben, j'ai
J'étais fâché, j'ai sacré mon poing sur le mur. Bon, une taloche sur le mur, là, on est rendu à crisser un coup de poing dans le mur. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Ce qui fait qu'à un moment donné... Hey, la surprotection, ça a marché dans votre cas? Ça a plus été très néfaste. Bon, merci. Merci d'appeler, merci de le reconnaître. Mais sachant ça, pourquoi vous reproduisez ça? C'est que je l'ai reproduit, puis que je ne savais pas moi-même que je l'avais. Puis tu sais, c'est en ayant, c'est simplement qu'il y a eu des événements qui ont fait que des lumières ont allumé, qu'aujourd'hui, Votre conjointe, à un moment donné, à force d'être intimidée, là, elle vous a montré la porte. Elle m'a pas montré la porte, on est toujours ensemble. Non. Est-ce que vous êtes venu proche de la porte avec elle, après des coups de poing dans le mur? C'est déjà arrivé. Bon, Rémi, alors, c'est quoi l'affaire, là? On a clarifié les taloches dans le mur. Moi, j'ai hâte que vous nous parliez du coin. C'est quoi ça, l'affaire du coin? Rémi? Il a raccroché, Doc. Ah oui, c'est mal parti, Rémi, là. Il intimide, maltraite, violente, fait peur à l'enfant, la fillette de 7 ans. On est là. Tolère pas que la fillette lui désobéisse. Attendez de voir la série de mesures. Ah, il est venu proche de la porte, là, Rémi. Puis là, il a senti que ça marchait pas, là. Non, mais là, Doc, oui? Rémi est sûrement à l'écoute, même s'il a accroché le piton du téléphone. Oui. Là, faut y parler, là. Parce que sa petite fille de 7 ans est mal partie, là. Ouais. Intimidation, coup de poing dans le mur. Obsession, quel est l'impact du... Oui, pardon? Obsession, inquiétude maladive. Ouais. Et je pense que la fillette a besoin de sa mère. Est-ce que tu comprends, José, l'extrême prudence que j'ai concernant l'implication des pères auprès des fillettes? C'est plein de Rémi au Québec. C'est beaucoup d'hommes. Intimidation, grosse voix, punition excessive. L'affaire du coin, là, ça y tentait pas de nous parler de ça. Non. Oh! Mais il pouvait plus dévier. Il a dévié à taloche sur le mur, ça. Il était assez vite pour ça. Taloche sur le mur, un coup de poing dans le mur. Puis là, j'étais sur le point de lui demander, est-ce que tu as défoncé le mur, mon Rémi? Non, Doc. Entre vous et moi, là. Des fois, c'est vous là, qui êtes sceptique, là c'est moi. La taloche, c'est ta petite fille d'après moi. Puis il a réussi à être assez vite pour dire que c'était dans le mur, mais là, le coin, il pouvait plus être assez vite pour changer sa version. Là. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. José? Oui. Je me joins. Parfait. Une affaire de régler. On va à la pause, Doc. Oui. Juste avant, je vais quand même vous lire un message. Homme 30 ans. Oui. J'ai appris il y a environ 3 ans que ma mère m'a caché l'offre d'une bourse d'études en sport d'études de ski parce que l'école était trop loin. Donc, pension ou long transport avec professeur étranger égale danger, risque de blessure élevée, que je l'ai m'ennuyer de mes amis et d'elle. Je suis restée surprotégée par elle, mais je me suis rebellée. J'ai remplacé le ski et le sport en général pour la drogue. Aujourd'hui, très peu confiance en moi, faible tolérance au risque, mais en amélioration grâce à vos émissions. On va à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Quelles conséquences a eu la surprotection de vos parents dans votre vie? Et par texto, est-ce que vous voyez une conséquence au lit? Et là, on s'adresse aux partenaires, aux conjoints. Parce que vous, Doc Mayo, vous êtes allé jusqu'à dire ça, que la petite fille à papa ou le petit gars à maman, ça pouvait amener des blocages dans la vie sexuelle. Alors, ça va être le temps de les exprimer au 25-226. Doc Mayo et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. José, j'ai appris dans ma carrière d'analyste et de psychiatre à me méfier beaucoup et à être très sceptique lorsque quelqu'un s'auto-proclame méga papa poule. T'as pas idée que dès que quelqu'un me sort un vocable de cette nature, scepticisme, poup,
monte à la surface. Qu'est-ce que ça dénote, selon vous? C'est que l'être humain a cette capacité, à son insu, inconsciemment, de se nier sa réalité et souvent d'affirmer l'inverse. Alors, notre super méga papa poule, autoproclamé tout à l'heure, lorsqu'on lui a demandé de décrire concrètement ses comportements, n'était pas un père, c'est un abuseur. C'est un abuseur d'enfants, un intimidateur, un dominateur, un écraseur. Il est où le papa poule là-dedans? Le papa est où? Zéro. Zéro ben barre. Il l'a avoué. Ouais. J'ai un message ici par texto, Doc. Oui. Quelqu'un qui... ils sont tous les deux dans la mi-vingtaine. Okay? Oui. Ma blonde doit avoir l'approbation de sa mère dans tous ses choix de vie. Oui. Poste au travail, changement de voiture, destination de voyage. Oui. Mon opinion et conseil l'importent peu. Très peu de confiance en elle. Oui. Sexualité, ne connaît pas son corps. Sa mère lui a toujours dit que se masturber, c'est dégueulasse. Elle s'est jamais exercée seule. Je réussis à lui faire atteindre l'orgasme, mais ça prend du travail. Je trouvais ça clair et limpide. C'est à ça que vous faites référence. Ben, en plein ça. Ça vient pas de moi. Ce sont des témoignages d'auditeurs, de leur expérience, de leur vécu. Se masturber. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui ont carrément dit à leur fille que se masturber, c'était sale? Quel est le pourcentage de mères au Québec, de génitrices au Québec, qui ont laissé entendre à leur fille, de façon très claire, que de s'explorer sexuellement, c'était ignoble? Ça, Doc, là, savez-vous quoi? Ce qui m'a le plus frappé dans le message que j'ai lu, c'est que la mère de cette femme-là, là, possiblement mon âge, tu sais, dans la vingtaine, moi j'ai 47, là. Puis, sans avoir lu le message, vous auriez dit ça. Puis mon réflexe, ça aurait été de vous dire, ben voyons donc, ça devait être de même dans l'ancien temps. Ça doit pas être contemporain. Puis là, je lis ça, puis je fais le calcul dans ma tête. Je dis, ben voyons, c'est des femmes de mon âge, ça, là. Dire que c'est dégueulasse. Alors, j'ai envie de poser une question spring là-dessus. Tu l'attendais, Benjamin? J'aimerais ça, moi, juste qu'on le valide. Parce que je tombe des nues de voir qu'une femme de mon âge dise à sa fille que c'est dégueulasse, la masturbation. Alors, j'aimerais ça qu'on le teste pendant une petite demi-heure, là. Okay? Jusqu'à 10h30, là, à peu près. Un petit 20 minutes. Est-ce que votre mère vous a déjà dit que la masturbation, c'était sale, que c'était dégueulasse, que vous ne devriez pas faire ça? En fait, est-ce que votre mère vous a déjà parlé de masturbation tout court? Moi, je pense qu'on n'a pas à s'ingérer là-dedans du tout, là. Alors, par texto, votre âge, très important. Ou l'âge de votre mère, là, ça m'intéresse. OK? Vite de même, là. 25-226. Y a-t-il des hommes qui se sont déjà fait dire ça? Je pense pas. Hein? Non. Fait qu'on s'adresse aux femmes, là-dessus, pour cette question spring-spring. Attends un peu. Il ne faut pas mêler les choux et les carottes. Il y a beaucoup de mères qui surveillent les crêpes dans les draps de leurs adolescents. OK. Alors, répondez José, à notre question. Je l'ai tellement entendu et ça roule encore solide. Ah, OK. Il y a des mères qui inspectent les draps pour vérifier la quantité de crêpes. OK. C'est le langage, chers auditeurs. Ne portez pas plainte au Conseil des normes de radiodiffusion. C'est l'expression consacrée que j'ai entendue. C'est la seule que j'ai entendue. Non, mais on est dans les repas, là. Vous parlez de crêpes, là. C'est vrai, le menu! Ben oui, on était dans l'entrée, le principal, le dessert, puis là, vous parlez de crêpes. Bon. OK. Avec du beau sirop d'érable, là. C'est plaisant de travailler avec toi. Bon. Alors. Je n'avais pas pensé à celle-là. Non, on est dans notre continuité, là. Alors, on va aller au téléphone, Doc Mayou. Oui. On va parler avec Adèle qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Adèle. Bonjour. Oui, Adèle, on vous écoute. J'appelle parce que vous avez parlé tantôt de surprotection à propos des parents qui font l'école à la maison. Oui. Je voulais juste donner un autre son de cloche à ce niveau-là. Moi, je suis une maman qui a fait l'école à la maison à 4 enfants pendant tout leur primaire et secondaire. Puis je voulais juste vous dire que mes 4 enfants,
Et plusieurs enfants dans notre entourage sont maintenant d'âge adulte et sont tout ce qu'il y a de plus sociable dans la vie, là. Alors, je voulais juste vous dire que faut surtout pas généraliser et que les gens qui font l'école à la maison, c'est pas nécessairement des gens qui surprotègent leurs enfants. Oui. Il y en a. Alors mais maintenant, il y en a plusieurs que non. Adèle, Oui. je vais profiter de vous pour vous demander pourquoi. Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Alors, il y avait plusieurs raisons, mais à chaque année qu'on a décidé de faire l'école à la maison, à chaque année, chaque début d'année scolaire, c'est une décision familiale qu'on a prise. Évidemment, quand les enfants étaient tout jeunes, il y avait les décisions et ils se prenaient avec plusieurs disons pour les enfants, c'était plus difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui se passait à l'école. Mais quand Adèle, ils ont été à partir Adèle, de 10 ans... ça paraît maintenant, que vous êtes oui? très peu socialisé. La question, c'était pas ça. La question était très simple. Oui. Je vous pose une question, vous pérorez sur quelque chose d'autre. OK. Alors, je vous voulez répète savoir ma question. Pourquoi on a décidé? Oui. Alors, c'est une décision familiale, une décision de famille pour créer une unité familiale et aussi pour permettre aux enfants d'apprendre autre chose que ce qu'on apprend dans les écoles. Ben voyons. Racontez, pour leur apprendre quoi? C'est quoi l'autre chose qu'il n'y a pas dans les écoles que vous leur avez appris? Alors, ils ont appris la musique. Ils ont appris... alors, tous les 4 ont appris la musique de façon, disons... de façon... ils sont allés plus loin, disons, dans la musique. Ils ont fait... Ils sont allés plus loin que qui? Qu'un enfant qui irait à l'école publique. Ça, là-dessus, par exemple, je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Moi, je connais des virtuoses qui ont été à l'école, là. Oui, c'est sûr. Mais c'était quoi votre crainte à vous? Moi, ça m'intéresse pour vrai. Là. Vous avez dit que c'est une décision familiale. En aviez-vous contre le système scolaire? C'était quoi? Ah non, pas du tout. Vous pensiez, non, puis je dis ça gentiment, là, mais vous pensiez meilleur pour enseigner à vos enfants que nos Non, enseignants? pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas une question d'être meilleur ou... Oui, mais Adèle, on n'a pas la semaine. Pourriez-vous nous donner des raisons, les vraies raisons pour lesquelles vous avez fait ça avec 4 enfants, primaire et secondaire? Alors, votre histoire de musique, là, vraiment... rhabillez-vous avec ça, OK? Allez-y, là. Oui, on se parle entre adultes. C'était vraiment une question de créer une unité familiale, que les enfants puissent se connaître entre eux, de connaître, d'être capable de vivre autre chose, d'être capable de faire des activités autres que dans un cadre scolaire, que de 8 à 4. Alors, faire l'école à la maison... Nos auditeurs écoutent, là. Pourquoi vous dites que ça ne fait pas la route? C'est exactement ça. Mais y a-t-il une question de religion là-dedans? Avez-vous une religion? Non, pas du tout. Chez nous, il n'y a aucune religion chez nous. Là. Écoutez, d'amener l'argument que de faire l'école à la maison, primaire et secondaire, crée une unité familiale. C'est de la bullshit. D'amener l'autre à... vous voir, monsieur. Est-ce que je peux parler? Je vous ai écouté. Avez-vous un peu de respect pour l'autre? Vous n'avez pas appris ça, vous, là. Alors, on vous a écouté. Là, j'allais dire 4 phrases. OK? Alors, je dis, le premier point, créer une unité familiale en enseignant aux 4 enfants, primaire et secondaire. Ça ne tient pas à route. D'invoquer... Pourquoi? Non, attendez. D'invoquer l'argument se connaître entre eux parce qu'ils n'iront pas à l'école. C'est de la bullshit aussi. Ça tient pas la route. À mon humble avis. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. OK, vous avez terminé. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites que ça ne tient pas la route, parce que c'est mon constat après avoir fait l'école à la maison, c'est que la plus grande qualité de mes enfants, c'est qu'ils se connaissent entre eux très bien, connaissent leurs forces et faiblesses, et ils sont capables de communiquer entre eux
ont créé une très grande unité familiale. Je ne sais pas pourquoi vous dites que ça ne tient pas la route. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'était quoi ce souci-là d'avoir cette unité familiale si forte, là? Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais allée à l'école, mon frère aussi, puis on s'entend super bien, puis on a une belle unité familiale, là. Mais c'était la peur que ils ne soient pas capables de le reproduire s'ils vont à l'école. Non, on parle pas de peur ici. J'avais peur de rien du tout. Je suis même enseignante dans les écoles, puis j'ai peur de rien du tout. Mais l'unité familiale si forte, c'était quoi? Vous, en avez-vous manqué quand vous étiez jeune? Pas du tout. C'est pas ça non plus. Le point, c'est que l'effet, ce que je vous dis, c'est que l'effet que ça l'a donné après. Ce que je me rends compte, c'est que les enfants se connaissent très bien entre eux, et ça, c'est quand on a des familles avec plusieurs enfants. Évidemment, c'est pas le constat qu'un parent peut faire quand il fait l'école à la maison à un enfant. Mais moi, je peux vous dire que, par expérience, mes enfants, entre eux, se connaissent vraiment bien parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des travaux ensemble, des travaux d'équipe ensemble. Je vais répéter ma question. C'était quoi l'intérêt que vos enfants se connaissent autant entre eux? Pourquoi pas qu'ils n'auraient pas pu connaître d'autres mondes? Ah ben, ils connaissent aussi beaucoup d'autres mondes. Mais ils ont appris aussi. Ça, c'est un des effets, je pourrais vous dire. C'est qu'ils ont appris à se connaître eux très bien, à connaître leurs frères et sœurs, leur fratrie. Puis, ça leur a permis aussi de socialiser avec. Et là, ça, c'est un autre effet aussi de l'école à la maison. C'est de leur permettre de socialiser avec des gens qui ne sont pas nécessairement de leur âge. Alors, par exemple, quand les enfants étaient plus jeunes, ce que je remarquais, c'est quand ils allaient s'amuser dans un groupe, ils n'allaient pas nécessairement, souvent ils y allaient, mais pas nécessairement s'amuser avec les gens de leur âge, mais ils allaient s'amuser avec les gens qui avaient les mêmes intérêts qu'eux. OK. Ils font quoi aujourd'hui, vos enfants? Ils sont dans quel domaine? Sont-ils musiciens? J'en ai une qui est à maîtrise en kinésiologie. Il y en a un qui est musicien. Il y en a une qui est en design de mode, puis l'autre est en géographie. Alors ils ont des intérêts qui sont tout à fait normaux, là. Puis ils ont bien socialisé, là. Adèle, alors, c'est pas parce qu'on fait l'école à la maison. Oui, Adèle. Oui. Vous êtes articulée, vous êtes définitivement intelligente, articulée. Mais votre Comme salade... beaucoup de parents qui font l'école à la maison. Votre salade, je n'en ai que foutre. Bye, Adèle. Au revoir. Vous êtes découragé. Mais en fait, objectivement, là, écoute, faudrait plus voir les enfants. S'ils s'en ont bien sortis, ils sont tous... José, je vais devoir remercier ma mère qui avait une 5e année, publiquement, d'avoir eu un bon jugement. On est sauvés par la pause. On va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause immédiatement. En passant par texto à la question, là, est-ce que votre mère vous a parlé de masturbation? Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas abordé ça avec Adèle. L'éducation sexuelle et le fonctionnement sexuel de ses enfants. Non, j'ai pas osé parce que on est à une heure de grande écoute avec des jeunes. Oui, mais juste, on va clore le sujet là, de la question Spring là-dessus parce que vraiment, là, c'est peut-être encore là qu'on a un auditoire biaisé, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'en ont fait parler. Mais ça commence à répondre beaucoup sur Adèle les a bien pris soin de ça. Adèle a éduqué. Doc, on le sait pas, ça. On le sait pas. Non, mais j'en suis convaincu. On va aller à la pause. On revient. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Quelles conséquences a eu la surprotection de vos parents sur vous? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Oh là là, on est en train de parler de surprotection des enfants. Puis tantôt, on avait Rémi qui se disait méga papa poule. Puis là, on a une auditrice. Elle dit, j'ai reçu une invitation à joindre ce groupe sur Facebook. Regardez comment c'est. Bonjour. Je suis un papa au foyer qui gère une page Facebook avec ses publications. Si cela vous dit, je vous invite à la visiter. Super Papa Poule. C'est le nom du groupe Facebook.
l'histoire ne dit pas s'il y a beaucoup de membres. J'espère que c'est pas dans le style de notre méga papapoule de tout à l'heure. Hein? Qui sac des coups de poing dans le mur, le coin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le coin. Inquiétude maladive. Oh, est-ce qu'on est là-dedans? À découvrir. Alors, le scepticisme. Le scepticisme et le sens critique. D'ailleurs, ça va ensemble, c'est implicite. Ouais. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Jacinthe. Bonjour. Allô, Jacinthe? Allô? Oui, on vous écoute. Jacinthe. Oui. En fait, moi, j'ai eu des parents, en fait, je les ai encore, là, des parents très catholiques. Puis, tout ce qui se passait dans notre vie, en fait, selon eux, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils ne voulaient pas entendre ou savoir, si on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Donc, si on arrivait avec un problème à la maison de petits copains qui nous a laissés ou qu'on avait un petit copain, mais en fait, on n'en parlait pas avec nos parents parce que si on arrivait et qu'on commençait à en parler, là, il y avait soit une colère qui se faisait, il y avait pas on n'a jamais eu de violence physique, peu importe, mais papa il était fâché ou maman était déçue, quoi que ce soit, donc on n'en parlait pas. Donc, ça allait bien. Puis ça fonctionnait, là, c'est juste un exemple, mais c'est comme ça pour tout. Puis on est quand même maintenant tous rendus adultes comme enfants. Puis c'est toujours de cette façon. Donc, il y a plein de choses que mes parents ne savent pas de nous. Puis on n'en parlera sûrement jamais, peut-être, parce que c'est comme ça. Attendez un peu, Jacinthe. C'est pas une bonne façon. Non, Jacinthe, vous avez quel âge? Vous êtes dans quel groupe d'âge? Quelle décennie? Je suis proche de la trentaine. J'y arrive doucement. OK, non, vous êtes dans la vingtaine. Vous êtes encore dans la vingtaine? Oui, encore Alors, dans la vingtaine. légèrement contemporaine? Hey, mais encore là, je m'excuse, mais c'était très catholique chez vous, puis vous êtes dans la vingtaine. Oui. Oui. Je suis pas la plus jeune de la famille. Puis c'était-tu quoi? C'était témoin de Jéhovah? C'était-tu... Non, c'est catholique pratiquant, que j'ai un père assez âgé. Okay. Puis que... attendez un peu. Beaucoup. Le bonhomme a 70 ans? Quel âge qu'il a, votre géniteur? Mon géniteur, il a 70 et plus. Okay. Pardon? 70 et plus. Il a 70 ans et plus. Il est légèrement âgé? Oui, légèrement. Et votre mère a quel âge? Ma mère, elle a... à peu près? 60. Oui, mais un peu plus jeune, là, fin 60. Fin 60? Oh, vous avez eu ça. Et dans la soixantaine. Alors, vous allez nous parler de papa colérique. Ça nous intéresse beaucoup. OK. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien, là, c'est parce que ça tient pas la route. C'est inintelligible à première vue. Vous avez un copain, fin de relation, et papa chéri se met en colère. Je vois pas le rapport. Parce qu'on était souvent... Lui, il devait trouver qu'on était trop jeunes pour avoir des copains. Qu'est-ce qui m'a marqué, en fait, c'est à 15 ans, j'ai eu un copain. Puis, tu sais, dans le début, tu es follement amoureux, puis c'est l'homme de ta vie, peu importe. Puis, il m'a laissé. Puis là, je veux pas, tu sais, j'ai eu beaucoup d'émotions que j'ai eu à vivre, tout ça. Puis, par chance, j'avais des frères et des sœurs auxquels j'étais proche dans la maison parce que j'en ai jamais parlé avec mes parents. Puis, la seule chose que mon père, dans cette période-là, que j'avais beaucoup d'émotions qui sortaient, cette fois, je devais travailler plus à l'école, mes notes n'étaient pas correctes. Il m'envoyait toujours dans des recoins pour travailler plus, quoi que ce soit. Il s'est jamais assis pour dire « Écoute, ma petite, tu vas pas bien, parle-moi. » Attendez un peu, là. Il m'envoyait dans des recoins. Écoutez, on est dans le matin des coins et des recoins. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il m'envoyait dans des recoins. Il m'éloignait de lui. Il m'éloignait de... C'est comme s'il voulait pas que je sois proche ou que... Oui, mais attendez un peu. L'histoire des recoins... Il n'a jamais fait face à ma situation de « je vais pas bien ». Et vous envoyait dans des recoins de la maison? Pas exactement. Là, c'est plus une façon de parler il m'éloignait de... Ah, OK. C'est une façon de figure de Je devais aller travailler. Oui, c'est ça. Je devais aller faire mes devoirs. Je devais aller à l'extérieur ou peu importe. Là. Alors, il vous mobilisait dans l'action. Mais ça, c'est une excellente attitude parentale. Oui. Oui, si on peut dire ça. Alors, il y a beaucoup de psychologues qui seraient tout à fait d'accord. Il vous a mobilisé dans l'action. Oui, mais il aurait pu aussi me dire, écoute, pourquoi tu vas pas bien? Non, c'est pas son rôle.
Non, OK, non, non. d'accord, Non. correct. Où était Bon. votre mère? Où était votre mère? Non, non, non. Le bonhomme, c'est pas le rôle du père, là, commencer à dire, viens pleurer sur l'épaule, là, colle ton sein sur mon thorax, puis pleure sur mon épaule. Non, 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 non. Non, non, non. Non? Où, OK, où bon. était votre mère? Où était votre Ma mère? mère était effacée. J'ai eu une mère très absente. Elle était à la maison avec nous, mais c'était un fantôme. Ah, ouais? Puis elle serait jamais venue nous parler. Oui, un petit peu, mais elle va aller parler à quelqu'un d'autre pour dire, de toute façon, on l'a vécu souvent, là. Jacinthe ici, est-ce que tu as parlé avec ton frère parce que je trouve qu'il est spécial ou quelque chose que ce soit? Ben, elle a jamais été voir mon frère pour dire, Bon. oui. C'est simple. Me permettez-vous? Ouais. Me Oui. permettez-vous d'utiliser votre tableau, votre vignette, pour passer un message? Allez-y. Bon, je désapprouve le fait de mobiliser le géniteur lorsque la génitrice est incompétente. Lorsque la génitrice est incompétente, Jacinthe, on va voir une femme qui a de l'allure. On va pas voir le bonhomme. Oui, mais quand t'es enfant, Non, mais attends. c'est pas évident d'y penser à ça, là. Ben, c'est pour ça que Ben, je le dis. j'ai un Oui. père très, très caractériel, très dans ses positions, dans ses choix. Puis lui, tu peux jamais le déroger de quoi que ce soit. Donc, si lui décide qu'on tourne à gauche, c'est impossible de lui dire « t'es dans l'erreur, on doit tourner à droite ». Non. Donc, ça a toujours été lui qui prend la décision finale, qui tranche dans la famille, dans la vie, dans la maison. Donc, Puis- ma mère, elle a toujours Mais- été en dessous de... Oui, oui, mais je comprends pas, là. C'est en réponse au point. Alors, je reprends mon point. Ouais. Lorsqu'on a une génitrice incompétente comme mère, on ne recycle pas le bonhomme en nourrice. On va voir une femme qui a de l'allure. Et c'est encore vrai, Jacinthe. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont de l'allure autour de vous? Oui. Bon. Oui. Pourriez-vous développer des relations avec ces femmes-là? Ben oui, beaucoup. Et laisser le bonhomme tranquille? Ben oui, pas le choix. Je le changerai jamais. Qu'est-ce que je te dis? Exact. Je me ferai pas du mauvais sang pour lui. Suffit. Jacinthe, merci beaucoup. Merci, Jacinthe. Salut. Merci. On doit aller à la pause. Au retour, nous avons Catherine qui est en ligne pour nous parler. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors, la surprotection des parents, qu'est-ce que ça vous a amené dans votre vie? Doc, on va aller parler avec Richard de Trois-Rivières. Bonjour, Richard. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Richard. En forme? On vous écoute. Dans le fond, moi, j'ai grandi à Québec. Puis, je suis d'une famille italienne, puis ma mère, elle m'a enseigné à la maison. Puis, moi, dû à ça, j'ai pas pu terminer mon secondaire. Puis, je suis pas tant d'accord avec cette idée-là. Pourquoi vous n'avez pas pu terminer votre secondaire? Ben, de un, j'ai toujours eu de la misère à me concentrer à l'école. Puis, les médecins disaient que j'aurais besoin de prendre des médicaments, des pilules de concentration comme du Ritalin, mais mes parents, ils n'ont jamais été pour des choses comme ça. Puis, ça fait un petit peu partie de la raison de mon appel. J'espère que ma mère, elle écoute présentement. Parce que j'ai beaucoup de misère à me concentrer dans la vie. Puis, c'est ça. Puis, en gros, je voulais juste vous dire que je suis pas... j'ai pas apprécié le fait que ma mère elle m'apporte là-bas, dans cet environnement-là. De l'école à la maison, c'est ça? Oui. Et C'est ça. vous venez de mentionner quelque chose, Richard. Vous avez dit, j'espère que ma mère écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Vous en allez où avec ça? Expliquez-vous. Je veux dire, ma mère, elle a quand même beaucoup de contrôle sur moi. Puis, je voudrais juste vous faire comprendre que ça m'a pas vraiment facilité la vie. Puis, j'ai entendu votre émission comme par hasard tantôt. J'avais jamais écouté ça avant, mais ça m'a quand même attendu plus chaud. Ouais. Puis là, je veux dire que Vous savez, vous avez bien raison. vous savez, Richard, merci d'avoir appelé. Vous êtes un nouvel auditeur. Vous avez écouté, vous avez entendu l'appel d'Adèle. Et Oui. le système d'éducation à la maison par un parent fait beaucoup de victimes. C'est une aventure à très haut risque. Pour les quelques cas réussis, il y a beaucoup
il y a beaucoup de mésaventures en lien avec ça. Et vous faites bien d'appeler, Richard. Deuxième point, parlez-nous un peu de la capacité d'écoute de votre mère. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère à m'exprimer dans la vie. En général, je suis assez timide. Mais ma mère, je pense que qu'est-ce que ma mère adore beaucoup faire dans la vie, c'est justement parler. Puis je pense qu'il y a sûrement une partie d'elle qui est frustrée parce qu'il y a peut-être personne qui l'écoute d'autre que moi. Donc, c'est mon opinion. Vous savez, Richard, merci d'avoir appelé et de nous avoir révélé candidement une partie de vous-même qui est votre difficulté à vous exprimer. Vous le faites bien, mais j'ai remarqué un peu d'hésitation dans votre langage, qui est probablement la conséquence que votre mère n'a pas été à votre écoute. Dès que vous commenciez à parler, probablement qu'elle se mettait à parler et vous enterrait. C'est juste ça. Puis, écoutez, je suis en train de conduire présentement, mais c'était juste pour faire part de mon émotion. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Ben, Richard, non, c'est nous qui vous remercions d'avoir partagé une mésaventure familiale déplorable. Merci, Richard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, les auditeurs se feront une tête. Vous avez entendu Adèle, vous avez entendu Richard. On a un et l'autre. Moi, je reste juste prudente. Parce que là, on a comme deux extrêmes. Là où j'ai plus... Ben, on va le dire, là. Moi, où j'ai le plus de scepticisme, c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Ça veut dire que cette personne-là, souvent la mère, c'est un génie, hein? Non, mais pensez-y, là, ça veut dire qu'elle est capable d'enseigner la chimie, la physique, les maths, l'histoire, la géographie, l'économie, puis à de différents niveaux, là. Ah non, ça n'a aucun sens. C'est juste ça, moi. Ça prend des personnes hautement intelligentes, là. José, on borde le ridicule. On borde le ridicule en termes de qualification d'une femme qui serait capable d'enseigner de la première année à secondaire 5. Puis je vais être assez humble, là. Je l'ai dit à début d'émission, moi, quand je suis partie en sabbatique, un an en bateau, j'ai enseigné la 3e année. Oui. Mais j'ai atteint ma limite, là. Mon niveau d'incompétence, il arrêtait là. 4e année, moi, j'aurais pas pu. Sérieusement. Je suis assez honnête pour le dire. Peut-être que je suis moins brillante que d'autres. Mais c'est parce que il faut aussi revenir avec le nouveau programme. On n'enseigne pas les maths comme dans notre temps. On n'enseigne pas le français comme dans notre temps. Ça prend beaucoup de travail et de recherche, là. Puis, je sais pas, je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de première année à 6e année. Mais rendu au secondaire, de faire toutes les matières de tous les niveaux, ça prend des aides d'exception, hein. Oui. Alors, José, ceci étant dit, il y a toujours des cas exceptionnels où la scolarisation à la maison a été une bonne aventure réussie pour un enfant donné dans le contexte d'une problématique précise. Je le dis par expérience. J'ai appuyé pour 2 cas très précis la scolarisation à la maison. Entre autres par la mère et aussi par des enseignants qui venaient à la maison. Alors, il y a toujours des cas exceptionnels. Ce qui nous a été présenté tout à l'heure, à mon humble avis, et ça a touché Richard, est de la grosse bouillie pour les minous. On va aller au téléphone à Drummondville parler avec Catherine. Bonjour. Bonjour. Catherine. Oui, moi, c'était plus par rapport à la protection de nos enfants. En fait, moi, j'ai 2 filles. Je les ai eues prématurément, une à 26 semaines et l'autre à 31. Là, ils ont quel âge, là, vos filles? 3 et 4 ans. Okay. Oh. 3 et 4 ans en pleine santé. C'est Charlie, la plus jeune, là, que je l'ai eue à 26 semaines. Puis, j'étais comme dans un cercle vicieux, là, quand je suis sortie de l'hôpital avec Charlie. On me disait que je surprotégeais trop mes enfants parce que c'est là ma question, est-ce que je les surprotégeais trop? Mais moi, s'il y a quelqu'un qui était malade, on pouvait pas rentrer chez moi. Fallait se laver les mains avant de toucher à mon petit bébé naissant. Catherine, c'était minimal. Combien
Parlons en termes de poids. Le premier bébé, 26 semaines, pesait combien à la naissance et lorsque vous l'avez sorti de l'hôpital? À la naissance, Charlie pesait même pas 2 livres. Eh boy. Elle est descendue à 1 livre et 10. Puis, je suis sortie de l'hôpital, elle était minuscule. Elle avait même pas 5 livres, là. Elle avait 4 livres et quelques onces. En tout cas, c'est pas pire 4 livres. Mais 2 livres... OK. Alors, la médecine a beaucoup progressé. Et maintenant, on sauve des bébés de très petits poids qui sont, de toute évidence, extrêmement fragiles. Vous le savez, vous l'avez vécu. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Les familles n'ont pas conscience à quel point les bébés peuvent être fragiles. Donc, ils nous lancent... n'importe quoi. Oui. Ouais. Alors, vous avez réchappé 2 bébés hautement prématurés. Écoutez, c'est un exploit. C'est un exploit que vous avez accompli avec l'aide de la médecine, mais c'est tout de même un exploit. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi votre entourage ne comprenait pas ça, que ces enfants-là avaient besoin de soins supplémentaires ou d'attention? Bien, on me disait même qu'il fallait qu'ils se fassent des anticorps, que c'était pas grave qu'ils soient en contact avec quelqu'un de malade, mais je me rends compte que tant et si longtemps qu'on ne vit pas quelque chose, on ne peut pas le comprendre. De toute façon, Catherine, c'est vous qui étiez la mère. Est-ce que le père était d'accord avec votre comportement envers les tout-petits? Il était d'accord, mais c'est pas lui qui le disait. C'est la mère, c'est moi qui disais va te laver les mains avant, ou moi je préfère ne pas avoir de visite de gens malades. Là. Ben voyons. José. Non, c'est la base, là. ne pas l'avoir fait, vous auriez été négligente. Ben, c'est ce que je me dis. C'est incroyable et c'est contemporain. Vos 2 filles ont 3 et 4 ans. Maintenant, parlez-nous un peu d'elles maintenant. Parlez-nous des... Oui, allez-y. Florence, née à 31 semaines, là, c'est... oui, la naissance est faite, là. Maintenant, quel genre d'enfant c'est? Oui. Elle n'a aucune séquelle. Elle parle bien, elle s'exprime bien. Son émotionnel puis physique, c'est correct. Charlie, elle a un peu plus de difficultés. Là, à 26 semaines, là, elle est à 3 ans. Elle communique. On est suivi par des orthophonistes là, puis des ergos. Mais ça va bien. Je veux dire, elle est en santé. Nous, à la sortie, on était censé d'avoir de l'oxygène. À la sortie, puis finalement, elle est restée par elle-même. Donc, je me dis, ces petits détails-là, c'est... des petites victoires, hein? Oui. Puis, c'est sûr que quand il attrapait un rhume, là, ça se transformait souvent en pneumonie, puis c'était difficile. Mais maintenant, aujourd'hui, ça va très bien. Merci beaucoup. On est content. Non, j'ai pas surprotégé. Non. Hey boy. Merci, Catherine. Aïe. Il y a oui, faites bien d'appeler. Parce que il y a des adultes au Québec qui disent n'importe quoi. Qui affirment n'importe quoi basé sur rien. C'est fréquent. C'est même dur à comprendre. Hein? Allez, on doit s'arrêter. On va aller à la pause. José, écoute. Ouais. Écoute, en tout cas. Ouais. On va à la pause, Doc, et on revient avec la dernière partie d'émission. Avez-vous été surprotégé? Quelles en sont les conséquences? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, par texto à notre question, quel effet ça a eu sur vous d'avoir été surprotégé par vos parents? On a homme 38 ans. Il dit, j'ai été surprotégé par une mère anxieuse et dépressive. Révolte totale à l'adolescence. Devinez quoi? Aujourd'hui, je suis anxieux et dépressif, incapable de fonctionner, toujours à la recherche d'approbation et comportement autodestructeur, entre parenthèses, drogue et justice. Et justice? Ça doit être prison, là. Ça doit être... Ah, OK, des crimes. Oui. Ah oui, c'est... Ici, on a femme 42 ans. Oui. Surprotégée ou empêchée de vivre et d'être. Hey, ça, c'est... Mais oui, c'est... Exactement. Définition de notre auditrice de surprotection. Empêcher... De vivre et d'être. Empêcher de vivre, de penser, d'être. Aujourd'hui encore, difficile de prendre des décisions, me laisse marcher dessus, m'oublie pour les autres 80% du temps, rationnel au lieu d'émotive, pas confiance en moi.
Dévigoché, José, par la surprotection louangée par certains individus qui s'autoproclament méga papapoule. Vous êtes dangereux, les surprotecteurs. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Vous êtes dangereux pour l'équilibre et l'épanouissement de votre progéniture. Hey, on a une question ici, Doc. Je suis sûre que c'est une vraie question. Là. Femme 31 ans. Elle dit, j'écoute souvent vos émissions. Est-ce qu'il existe des bonnes mères? Une bonne éducation, comment fait-on? Bon, une bonne mère, à mon humble avis, c'est moins de 20% des mères. Moins de 20%? 80% mères incompétentes de façon déraisonnable à des degrés différents. Une bonne mère, c'est une mère qui est attentive, qui est affectueuse et qui se préoccupe du meilleur intérêt de son enfant. Puis il y en aurait juste 20% et moins. C'est moins de 2 sur 10, là. Oh oui, moins de... Oh oui, une femme qui est attentive, qui est attentionnée, qui est affectueuse et qui s'intéresse au développement de son enfant, c'est moins de 20%, d'après moi. Mais c'est fondé sur rien d'autre qu'une couple d'expériences empiriques. Il y a quelque chose que je raconte souvent Oui. à des gens quand ils me demandent comment ça va travailler avec le doc. Puis je dis toujours qu'au début, je trouvais ça très dur quand vous disiez le Québec n'aime pas ses enfants. Puis à chaque fois que vous disiez ça, là, j'étais portée à argumenter. Puis là, après 2 ans, on entame notre 3e saison à animer quotidiennement avec vous, d'entendre les histoires des gens. Je me dis que vous avez raison. Je trouve la statistique forte, par contre, là, moins de 2 sur 10. Mais quand on pense aux femmes qui écrasent leurs enfants, bien, femmes et hommes, là, quand on pense à l'inceste psychologique, quand on pense à violence, jalousie, quand on pense à négligence, l'alcoolisme, la drogue, il n'en reste plus beaucoup, là, quand tu regardes ça. À des degrés différents. D'après moi, 80% des mères, à des degrés différents, allant de peu, c'est pas tout à fait assez compétentes, à carrément dangereuses pour l'équilibre mental de leur progéniture. Et c'est 80%. Elles sont très... Bon, mais descends ça à 70, OK? Bon, mettons là le tiers. 30%, on 3 s'entend. femmes sur 10. Ouais. Qui seraient adéquates comme mère. Bon, on va mettre ça moins dramatique. 3 sur 10, raisonnablement compétentes comme mères, c'est-à-dire qu'elles sont attentionnées pour leur progéniture, elles sont affectueuses et intéressées à leur développement. Je parle pas des pères, je parle juste des mères, un à la fois. Les pères, c'est pas pareil, puis ça sera pas les mêmes études, là. C'est parce qu'ils n'ont pas la même importance, le développement de l'enfant. Non. Pour les tout-petits, ils n'ont pas... Et là, vous venez d'en fâcher une gang en disant ça, hein? Ah oui, vous n'avez pas le même impact, vous n'avez pas la même importance, vous n'avez pas les mêmes qualifications, vous n'avez pas la même attitude, vous pouvez pas. On a ici quelqu'un pour notre question. Ma belle-mère a surprotégé mon conjoint toute sa jeunesse. Ouais. Résultat, manque de confiance en soi et d'autonomie. Aujourd'hui, à 30 ans, il a réussi à se défaire de cette relation toxique et peut enfin s'épanouir. Ça, je trouvais ça intéressant de dire, est-ce que quelqu'un peut se sortir de ça? Ben oui. Oui, avec de l'aide, par exemple, ça serait intéressant que l'auditrice... Et écoute, ce qui est intéressant, c'est que l'auditrice peut être une partie de la solution d'évolution, d'épanouissement de son conjoint. Ça peut arriver. Dans certains cas où le partenaire, le conjoint, devient un vecteur d'épanouissement. Plus des intervenants de différents acabits. Mais c'est assez rare que quelqu'un va se défaire de sa mère par lui-même. C'est presque trop demandé. Ah oui? Ben oui. La mère est la personne la plus investie pour la vaste majorité des êtres humains. Ben oui. Mais quand elle fait partie du 3 sur 10, c'est pas pire? Ouais. Si elle fait partie du 7 sur 10, cuit. Et c'est pas le petit cri des oiseaux. Est-ce que la mère Rôti. surprotège autant sa fille que son garçon?
Ça dépend. Ça dépend. La surprotection, j'ai hâte qu'on étudie le phénomène. Je soupçonne que les mères surprotègent davantage l'enfant de sexe opposé. Je soupçonne que le père surprotège nettement plus l'enfant de sexe opposé. On revient à l'inceste psychologique. Peut-être que je me trompe, là. Ça, c'est une connaissance empirique qui attend d'être mesurée, quantifiée par des études scientifiques valables. Ils vont arriver à ces études-là, vous pensez, un jour? Dans 8 à 10 ans. Oui, elles vont venir. Ah, oui. Ça, oui. C'est une question de temps. Parce que c'est dans le moulin. Depuis 10 ans. On doit s'arrêter. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui encore. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu me laisses pas répondre. Ben oui, mais vous répondez trop longuement. Merci à Benjamin. Oui. Merci à vous tous. On se parle demain. Bye. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.